Une participation, celle du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, à la fête nationale des Émirats arabes unis, c'était aujourd'hui sur invitation du président émirati. Une rencontre, celle à Rabat aujourd'hui, entre le président de l'Assemblée nationale et le ministre marocain des Affaires étrangères. Des inaugurations et des visites, celle du délégué général d'État-major dans l'est du pays, ce soir dans les deux Oda. Voilà donc, et puis bien entendu, je vous signale qu'on aura au cours de ce journal, je l'espère, une invitée, à savoir la directrice générale du Centre national d'oncologie, dont son scanner a connu aujourd'hui une panne. Tels étaient donc les principaux titres du journal, et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 7 décembre 2024. Il est 21h30 passé de quelques secondes donc à Nouakchott. Il est 0h30 passé aussi de quelques secondes aux Émirats arabes unis, où se trouve en ce moment le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il est à Abu Dhabi sur invitation du président émirati et il a participé donc, vous voyez les images, à la célébration du 53e anniversaire de la journée de fédération des Émirats arabes unis. C'était donc aux côtés de son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président émirati. Une commémoration marquée, vous l'avez vu, par un défilé, donc marqué ce défilé par une remarquable participation des folklores mauritaniens au défilé de l'esprit de fraternité. C'est un défilé qui marque donc le 53e anniversaire de la journée nationale des Émirats arabes unis en présence du président de la République, mais aussi de la délégation qui accompagne le président de la République. Une délégation qui comprend les ministres chargés du cabinet du président de la République, l'ambassadeur de Mauritanie aux Émirats arabes unis, 2 conseillers à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. C'est toujours ces images de ces défilés et de cette commémoration de la journée nationale émirati. Vous voyez la participation de la Mauritanie, une participation bien appréciée et bien applaudie. Donc dans le cadre de ce défilé appelé les défilés de l'esprit de fraternité. Et tout cela se déroule en présence du président de la République qu'on a vu tout à l'heure, l'image l'a montré, en discussion avec son homologue émirati. On va écouter un peu quelques notes de cette cérémonie, surtout la partie mauritanienne. Voilà donc cette forte participation des traditions et du folklore mauritanien à l'occasion de cette 53e anniversaire de la journée
nationale émirati, une participation de la Mauritanie qui, vous l'avez vu, qui a été très bien applaudie par les deux présidents, mais aussi par l'assistance qui assiste à ce défilé marquant ce 53e anniversaire. Voilà, vous venez de suivre donc la participation du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au 53e anniversaire de la journée nationale des Émirats arabes unis, une journée qui a été célébrée aujourd'hui en présence donc du chef de l'État, et cela sur invitation de son homologue émirati. Autre responsable mauritanien également à l'étranger, il s'agit du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet. Il est à Rabat dans le cadre d'une visite marquée aujourd'hui par une rencontre entre lui et le ministre marocain des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger. Une rencontre donc axée sur les excellentes relations entre la Mauritanie et le Maroc et qui s'est déroulée, donc bien entendu, elle était aussi consacrée au renforcement, aux voies et moyens pour renforcer ces relations de coopération. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de la délégation parlementaire qui accompagne le président de l'Assemblée nationale, mais aussi de notre ambassadeur au Maroc. Voilà, la visite donc au Maroc du président de l'Assemblée nationale, marquée par cette rencontre aujourd'hui avec les chefs de la diplomatie marocaine et marquée hier également par une séance de travail avec le président du Parlement marocain. Voilà pour la diplomatie. Après les diplomatiques, donc, les culturels. Les culturels avec la 10e édition du Festival de culture des Chamis, une 10e édition qui est actuellement en cours. Le lancement, c'était hier soir, un lancement supervisé par les ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, le Batil Mder, compte-rendu travaillé en français par El Haj Abdelladdin. Ce festival vise à mettre en relief le patrimoine local de cette région alliant le désert et la mer. Une mise en relief qui s'est faite à travers l'ancrage de différentes composantes du patrimoine culturel dans l'esprit des générations. La première nuit du festival a été caractérisée par la présentation des prestations artistiques traditionnelles et l'organisation d'une exposition des produits et des objets artisanaux locaux. Le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ould-Meddou, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahi Ould-Hamid, s'est rendu dans les différents pavillons de l'exposition. Lors de l'ouverture de cette édition du festival, le ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement a indiqué que ce festival constitue une occasion de rappeler l'histoire, de préserver le patrimoine, de contribuer au développement local compte tenu de leur capacité à attirer les visiteurs et à commercialiser les ressources touristiques. Il a ajouté que son département a connu d'importantes réalisations durant le premier mandat du président de la République, tel que l'ajout d'un volet de développement au Festival du patrimoine des cités, l'inscription de la Mahada sur la liste du patrimoine immatériel mondial et la création d'un institut des arts. Pour sa part, le maire de Chami, M. Mohamed Ould Abdelkader, a rappelé la place culturelle et historique de la ville de Chami, en passant en revue les interventions de la commune dans les domaines de la culture, de l'éducation et des services sociaux. Madame Yirni Hababa Mohamed a souligné que ce festival représente un message noble qui porte en lui l'authenticité des ancêtres et la gloire de notre patrimoine culturel et des traditions ancrées dans la mémoire collective de la société. À marge du festival, un tournoi de tir à la cible a été organisé. Il a connu la participation de nombreuses équipes de tireurs. Voilà donc deuxième édition du Festival culturel de Chami, deuxième édition qui a démarré hier soir sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Lui aussi est à l'intérieur du pays. Lui, c'est le délégué général de Tazor. Et nous nous intéressons ce soir donc à ces étapes à l'est du pays, notamment les deux étapes dans les deux Audes. Pour commencer,
l'étape du Hod El Gharbi. Alors, qu'est-ce qu'a fait le délégué général de Azur? Qu'est-ce qui a été inauguré? Qu'est-ce qui a été visité? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Mohamed Ould Bilal, compte rendu retravaillé en français par Mohamed Khattat. C'est par une visite d'inspection au projet d'Ari dans la ville d'Ayoun que le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion de Azur, M. Cheikh Ould Abdallah Ould Boud, a entamé sa tournée. Le projet comprend 184 logements au profit des groupes NEST de la ville. Il s'est informé sur l'avancement des travaux de construction, dont certains sont presque terminés et d'autres bien avancés. Il a par la suite inauguré l'école primaire de Hassi El Ahmed Bishna dans la Muqata'a de Koubani, laquelle est dotée de tous les équipements nécessaires pour accueillir les élèves de la Muqata'a dans les meilleures conditions. La réalisation a été accueillie avec joie et reconnaissance par les populations. Dans la localité de Dmouj, relevant de la commune de Douerare, il a visité le projet agricole. Ici, les populations ont demandé au délégué général de Azur à réhabiliter le projet et ont demandé l'amélioration des services de santé et d'éducation. Dans la Muqata'a de Rayoug 1, relevant de la commune de Radi, le délégué général a également inauguré une école primaire, soulignant que les hautes autorités accordent une priorité absolue à l'éducation, en particulier dans les zones éloignées, et a appelé tous à donner le plus d'importance à enseigner leurs enfants pour assurer leur avenir. Les populations ont loué cette réalisation tout en présentant des doléances pour leur satisfaction par la délégation de Azur. Le délégué général a également visité l'ancienne école Rayoug 2, où il a écouté les populations, affirmant que Azur œuvre à mettre à disposition des citoyens des services de base, notamment en matière de santé, d'éducation et d'accès à l'eau potable. À Qrig Oulad Malik, dans la commune de Sava, il a inauguré 5 châteaux d'eau dans 5 villages différents, dont 3 se trouvent dans la commune de Radi et Sava. L'occasion pour le délégué général d'expliquer qu'il a inauguré aujourd'hui 7 projets de développement dans la wilaya de Hod El Gharbi qui vont contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces projets, dit-il, l'école primaire de Hassi El Ahmed Bishna dans la Muqata'a de Koubani, qui contribuera à l'amélioration de l'enseignement dans la wilaya. Une école qui comprend des salles de classe équipées, des locaux administratifs et résidences pour le directeur, une salle de garde, des installations sanitaires et une cantine scolaire. De même qu'il a évoqué l'inauguration de l'école de Rayoug 1 à Tamchikat et le réseau d'eau dans 5 villages différents. Les représentants des populations ont loué ces réalisations qui traduisent l'attention accordée par les autorités publiques aux populations et leur volonté de rapprocher les services de base des citoyens. Le service de base des citoyens les rapproche, donc ça c'est au niveau du Hod El Gharbi avec cette visite là-bas du délégué général de Azur. Des infrastructures hydrauliques et pédagogiques ont été inaugurées à cette occasion. Et l'autre Hod, le Hod de Charqi donc, n'est pas épargné, n'est pas en reste dans les réalisations de Azur, loin s'en faut. Des réalisations dont certaines viennent d'être inaugurées à l'occasion justement d'une visite là-bas au Hod de Charqi du délégué général de Azur, lesquels, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, correspondance revue en français par Al-Haj Abdallah Din. C'est dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Hod Sharqi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Azur, en compagnie du Wali Moussaïd, a inauguré la digue d'Agadal relevant de la commune d'Aksal Barka. Cette digue est longue de 1700 mètres, sa hauteur est 2,5 mètres, sa construction a coûté 154 millions d'ouguiyas. Lors de la cérémonie d'inauguration, le délégué général M. Cheikh Ould Boud a indiqué que cette réalisation est l'une des réalisations qui s'inscrivent dans le plan élaboré par le gouvernement visant à rapprocher l'ensemble des services des habitants, signalant que ces efforts sont de nature à réaliser le développement intégré et à lutter contre la pauvreté. De nombreux réseaux d'adduction d'eau ont été également inaugurés dans ces villages situés dans la même wilaya. M. Khatri Ould Ali, notable de la région, a apprécié au nom des habitants des villages avoisinants la réalisation de ces réseaux d'adduction d'eau qui ont constitué une demande urgente de la population locale. Il est à noter que les interventions de la délégation Azur ont comporté la construction de puits et d'un raccordement électrique. Voilà pour cette tournée du délégué général de Azur à l'est du pays, précisément dans les deux Hod, le Hod de Charqi et le Hod El Gharbi de Azur et le délégué général qui se trouvait aujourd'hui à Natsaba. Retour à Nouakchott pour parler de l'actualité parlementaire marquée par une réunion, celle
de la Commission des finances et c'était hier soir une réunion consacrée à l'examen du budget du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires pour l'exercice 2025. Un budget présenté devant la Commission par le ministre 1 et le ministre donc de tutelle, un budget qui s'élève à 1,869 205 931 ouguiyas. Donc le budget du ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires à l'examen, c'était hier soir devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Voilà, venons-en maintenant à notre page médicale consacrée à cette panne du scanner du Centre national d'oncologie. Et pour parler de ça, bien entendu, nous avons comme invité ce soir Khatil Benina Zain, directrice de l'Office national de l'oncologie. Madame la directrice, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, alors vous avez une panne, bien sûr, ce n'est pas la bonne nouvelle, vous avez une panne. Quelle est la situation actuelle des services après cette panne et l'impact de cette panne sur vos services? Merci pour cette invitation afin de pouvoir faire le point donc, sur cette panne. Surtout qu'elle a provoqué des inquiétudes. Justement, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais elle aussi, elle n'est pas mauvaise. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, là, il faut qu'on explique les choses pour la population et pour l'opinion générale. Le Centre national d'oncologie est la structure de référence, bien sûr, pour la prise en charge de la pathologie cancéreuse. Il a plusieurs missions diagnostiques et thérapeutiques. Et sa mission thérapeutique, elle est à deux volets, un volet chimiothérapie et un volet radiothérapie. Alors, la panne qui a été pratiquement donc, le sujet donc, de toute cette, de cette invitation, elle concerne un de nos accélérateurs. Au niveau du Centre national d'oncologie, nous avons donc 2 accélérateurs linéaires pour la radiothérapie. Et donc, si vous expliquez un peu, parce que ça c'est pour les... Alors, je veux simplifier. Voilà, je veux simplifier. Absolument. Je veux simplifier donc pour le citoyen afin qu'il comprenne que pour la prise en charge thérapeutique en radiothérapie, il y a des machines qui assurent cette radiothérapie. Ça veut dire au fait ce traitement local des cancers. C'est un peu un traitement, si vous voulez, localisé avec donc des rayons X. Et pour faire donc ce traitement, nous avons 2 machines. Et la Mauritanie a eu toujours une radiothérapie donc conventionnelle. Et la machine qui est en panne, c'est un accélérateur, certes, de très haut niveau et de très bonne qualité. Et il est en panne depuis à peine une semaine. Et les patients qui étaient traités sur cette machine ont été immédiatement transférés sur la 2e machine. Et donc, pas d'arrêt de traitement au niveau de la radiothérapie. Donc, c'est la première information qu'on donne donc à la population pour être rassurée. Le deuxième volet, c'est le volet diagnostic. Et le Centre national d'oncologie, il assure le volet diagnostic classique comme tous les hôpitaux, que ce soit la biologie ou l'anatomopathologie, mais aussi diagnostic. Et ce service diagnostic n'est pas concerné par la non, panne. On y arrive. Oui. Ce service donc diagnostic pour le scanner, oui, il est en panne. Mais ce n'est pas inquiétant parce qu'en fait, c'est un diagnostic avec le scanner. Et au Nouakchott, nous avons pratiquement la disponibilité de ces scanners à tous les niveaux. Et le Centre national d'oncologie, il est au même quartier que le Centre hospitalier national. Donc, conclusion que le patient en oncologie n'est pas en danger actuellement, ni pour son diagnostic, parce qu'en fait, à proximité, il y a les structures hospitalières qui ont leurs machines en fonctionnel, et thérapeutique, parce qu'en fait, ce qui est important dans le traitement en radiothérapie, c'est d'éviter l'arrêt thérapeutique. Et l'intérêt d'avoir donc 2 machines, c'est justement pour éviter donc cet arrêt. J'ajoute à cela que le département donc, de la santé est très soucieux de ce problème donc de maintenance. Oui, et bien sûr, oui. Quelles sont les mesures, puisque on est dans un journal,
Quelles sont les mesures prises justement par les départements de la santé pour faire face à la situation? Alors, les mesures qu'il a déjà prises, c'est que déjà donc, le partenaire qui assure la maintenance, il est déjà donc, contacté et il a déjà fait son diagnostic et il a déjà donné donc, son engagement pour la réparation de cette machine d'ici samedi prochain. L'autre mesure, c'est que ce contrat de maintenance, il est bien sûr maintenu et donc c'est pratiquement donc une maintenance préventive et curative. En plus de ça, le département il est en train donc d'acquérir un troisième accélérateur de pointe et un deuxième accélérateur pour l'assimilation. Et donc là, pour cette occasion, on peut, au nom donc du Centre national d'oncologie, administration, collègues et au niveau donc, du département, rassurer le citoyen mauritanien qu'il n'y a pas de souci et qu'il n'y a pas de danger pour le patient qui est pris en charge au niveau du centre. Oui, ça aurait pu être la conclusion, mais est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la semaine prochaine. Ça veut dire que la panne va être réparée la semaine prochaine ou bien quel délai? Non, justement, d'abord, la panne, elle ne pose pas de problème en matière de prise en charge des patients. Parce qu'ils sont en train d'être traités sur la deuxième machine. Mais comme on veut toujours avoir donc 2 machines de sécurité, la panne, elle sera réparée, Inch'Allah, le samedi prochain. Samedi prochain, voilà. Et sur ce moment, je vous donne l'occasion, si vous avez un message peut-être à destination des patients et des citoyens. C'est tout simplement leur assurer que les départements et l'équipe médicale du Centre national d'oncologie veillent à assurer une prise en charge de sécurité pour les patients et que leur pronostic vital et fonctionnel, il est aussi pris en charge par donc les 2 équipes et qu'il n'y a pas de souci. Certes, il y a des petites pannes techniques, là ça arrive, mais les modalités donc, de règlement sont en cours. Donc je les rassure. Voilà ce qui est très rassurant. Madame Artel Benine Zain, directrice de l'Office national d'oncologie. Centre national d'oncologie. Du Centre national d'oncologie. Du Centre national d'oncologie. Vous nous avez donné des précisions à la suite de cette panne qu'a connue un scanner de votre centre. Merci encore une fois pour cette invitation. Voilà. Et merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec 2 ateliers, une décoration, une exposition et une course. Le premier de ces ateliers est organisé à Attar, la capitale, plutôt à Nadrar d'une manière générale, et il concerne les guides touristiques. Alors, où se tient précisément cet atelier? Combien de guides touristiques sont-ils concernés par cette formation? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revient en français ou travaillé en français par Mohamed Khattat. Ils sont plus de 20 guides touristiques qui ont bénéficié 10 jours durant de cette formation dans la ville historique de Chinguetti qui accueille le Festival des cités du patrimoine, sachant que le secteur du tourisme dans la wilaya constitue un affluent essentiel de l'économie et un pilier stable du développement local. Pour cette mourchida touristique, membre du groupe qui a bénéficié de ce stage, la formation a été très instructive et pouvait durer plus longtemps, surtout qu'il y a une insuffisance en langue étrangère qui fait défaut chez les guides touristiques quand on sait que les touristes viennent de différentes nations. Pour cet autre guide, Chinguetti est une ville ancienne avec un important patrimoine culturel à faire découvrir aux touristes venus de partout, ce qui offre, dit-il, de nombreuses opportunités d'emploi dont nous tirons profit, tout comme cela permet de soutenir des activités génératrices de revenus. Pour celle-ci, la formation a été l'occasion pour eux de renforcer leurs capacités et de s'instruire davantage, de découvrir des manuscrits qui étaient dans la ville mais qu'ils ignoraient. Pour sa part, le hakem de la Muqata'a de Chinguetti, M. Abdul Adamabba, a souligné l'importance de cette formation qui vient en appui au secteur du tourisme et son dynamisme dans cette ville historique de Chinguetti. Même avis chez le maire qui a alloué l'initiative du ministère du Tourisme d'organiser cette formation ici, en remerciant les formateurs pour leur patience face aux jeunes et pour la qualité des cours dispensés. Tour à tour, le délégué régional du département du commerce et du tourisme, le directeur régional du Bureau national du tourisme et le vice-président de la Fédération nationale du tourisme ont souligné l'importance de cette formation et le soutien apporté aux guides touristiques qui ont bénéficié d'attestations d'encouragement et
d'aide financière pour les formateurs dans le cadre du volet développement du festival. Voilà, atelier de formation pour une vingtaine de guides touristiques qui se déroule cet atelier à Chenguiti qui s'apprête à abriter donc la nouvelle édition du Festival des villes du patrimoine. Le second atelier que j'ai annoncé tout à l'heure, le second atelier se déroule, lui, à Bogué. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent, Mohamed Lemine El Hadi, compte rendu travaillé en français par Yad Alifal. Il s'agit d'un atelier d'évaluation du programme de stage fruit d'une convention entre la Société nationale pour le développement rural et la Direction générale de l'emploi au sein du département de l'autonomisation des jeunes. Le stage a duré 6 mois et ces jeunes en ont profité. Après les cours théoriques, ils se sont rendus sur le terrain pour la pratique. Le stage a touché les techniques agricoles. La SONADER a organisé cette rencontre entre les cadres de la société et les bénéficiaires du stage. Le directeur général adjoint de la SONADER a expliqué que ce stage rentre dans le cadre de la politique des hautes autorités de l'État qui vise à offrir à la jeunesse mauritanienne l'emploi. Il a expliqué que le ministère de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et des services civiques, en collaboration avec la SONADER, avait décidé d'organiser cette formation qui durera 3 ans et profitera à plusieurs jeunes selon l'accord signé entre les deux parties. Il a loué les sérieux des stagiaires et leur discipline. 50 jeunes ont pu profiter de ce stage qui les outillera pour faire face à leur avenir. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'occasion de remercier la SONADER pour ce stage qui a profité aux jeunes diplômés et espèrent qu'il aboutira à un recrutement. Voilà pour cet atelier donc organisé par la SONADER à Bogué au Brakna. Venons-en maintenant à la cérémonie de décoration. Eh bien, c'est une cérémonie de décoration de la 7e, on voit déjà les images, la 7e unité de police mauritanienne déployée au sein de la force multidimensionnelle intégrée de maintien de la paix des Nations Unies en Afrique centrale, autrement dit la MINUSCA. L'unité a été décorée donc et la cérémonie a débuté par un défilé d'honneur et l'exécution des hymnes nationaux de la Centrafrique, des Nations Unies et de la Mauritanie. Après, le commandant de l'unité, les porte-drapeaux et les membres de l'unité ont été décorés. Une marche militaire a ensuite été organisée par des carrés de l'unité, suivie d'un spectacle culturel et de diverses danses folkloriques du patrimoine mauritanien qui ont suscité l'admiration et l'interaction de l'assistance, puis de la prise de photos commémoratives et de la remise des cadeaux aux invités. Il faut dire que le contingent est de 180 hommes opère en Centrafrique depuis le 13 décembre 2023 et a reçu plusieurs félicitations et lettres de recommandation de la part des différents responsables de l'ONU, des autorités locales de la République centrafricaine et des organisations opérationnelles. Voilà, dans ce journal toujours, l'exposition que j'ai annoncée tout à l'heure, eh bien, c'est une exposition organisée par les femmes de Gori, cette localité relevant du département de Djowel au Gorgol. Alors, précision sur cette activité et cette exposition qui se déroule depuis aujourd'hui à Nouakchott avec Al-Hajj Abdallah Din. De nombreuses femmes soninké ressortissantes de la commune Djawel et des villages Gori prennent part à cette exposition qui durera 5 jours. Cette exposition permettra d'illustrer la diversité des produits émanant de la dite commune dont les femmes œuvrent activement à promouvoir les produits nationaux. Au cours de l'ouverture de cette exposition, le maire de la commune de Tavraghzina, M. Talib El-Mahjoub, a félicité les organisatrices de cette manifestation, précisant que sa commune met ses moyens à la disposition de ces femmes afin de développer les objets artisanaux produits par les femmes.
La vice-présidente de l'association Gorée Djawel, Mme Zainabou Diakité, a apprécié l'organisation de cet événement qui constitue un véritable levier pour la mise en relief des capacités et des talents des femmes de Djawel. Les invités à cette exposition se sont rendus dans les différents pavillons qui sont composés des stands qui comprennent la couture, la broderie et la teinture. Ça, c'est une exposition donc féminine organisée par les femmes de la localité de Goury. Cela se trouve, relève de Djawel au Gorgol. Et pour clore ce journal, une clôture, celle de la 4e édition du championnat international de course de chameaux de Mauritanie. La clôture, c'était hier soir. Et notre spécialiste des courses de chameaux ce soir, c'est Yed Alifal. Après 3 jours de compétition, les concurrents et les publics ont enfin connu les noms des gagnants de cette 4e édition, à laquelle ont participé de nombreux pays arabes et africains. Les participants ont concouru sur 2 axes. Le premier est d'une distance de 3 km et le second de 5 km. Le conseiller du ministre de la Communication, dans un mot prononcé à cette occasion, a loué l'importance de telles compétitions qui trouvent leur racine dans notre histoire, a-t-il dit. Il a remercié les organisateurs de cette compétition et déclaré que le département de la culture accorde une importance particulière à de tels événements. Au nom des participants, cet homme a souligné que chaque édition réserve aux participants de belles surprises et démontre que cet événement jouit d'une attention particulière de la part de ses organisateurs et des autorités nationales. Les 10 premiers ont été primés et des boucliers ont été, par la même occasion, remis à des personnalités qui se sont distinguées. Voilà donc pour la clôture de cette course des chameaux organisée par l'Union mauritanienne chargée des sports en collaboration avec l'Union arabe des courses des chameaux. C'est une édition qui a duré 3 jours et qui a vu la participation de plus de 30 participants venant des pays arabes et africains et bien entendu 400 avec la participation de 400 chameaux. Il y avait 2 courses, 3 kilos, 5 kilos et chacune de ces courses est dotée de 10 prix. Et c'est sur cette course que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Abu Dhabi à l'occasion du 53e anniversaire de la Journée nationale des Émirats arabes unis en présence du président de la République, président en exercice de l'Union africaine et avec une forte participation du folklore mauritanien. Ici, nous sommes à Rabat avec cette rencontre aujourd'hui entre le président de l'Assemblée nationale et les chefs de la diplomatie marocaine consacrée au renforcement des relations de coopération mauritano-marocaine. Ici, nous sommes au Rod El Gharbi à l'occasion de la visite là-bas du délégué général de Tazor, à l'occasion pour lui d'inaugurer plusieurs infrastructures socio-économiques dans cette wilaya de l'Est. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.